Bonjour à tous, bienvenue sur notre dernier webinaire Parole d'expert de l'année. Donc, je suis hyper content de faire ce webinaire avec vous. Aujourd'hui, on a Camille Morellon, qui est directrice culture et data et IA chez Datasulting comme experte. Je suis vraiment trop content de t'avoir avec nous, Camille, parce qu'en plus, Merci. on est en train de lancer un parcours de formation et d'acculturation à l'IA ensemble. Donc, ça tombe à point nommé. Et vous allez voir, c'est vraiment super. J'ai hâte que tu nous parles de tout ça. Je fais un petit récap rapidos pour les nouveaux qui ne connaissent pas. Hem, En gros donc, qu'est-ce qu'on fait? Fasterclass, on est un organisme de formation et de coaching. On est certifié Qualiopi et on est spécialisé, dans des parcours de transformation, on va dire, notamment pour les managers, mais aussi l'IA, et tout ce qui a trait aux soft skills, notamment le feedback. Par exemple, j'ai un livre qui va bientôt sortir sur le feedback. Enfin bref, donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'on fait. Et nos webinaires Paroles d'experts, c'est des webinaires qui sont gratuits, qui sont là qu'on organise toutes les 2 semaines, sauf qu'on va pas le faire entre Noël et jour de l'an, donc le prochain sera en 2026 et où là, l'idée, c'est on met en valeur un des experts de notre réseau et on vous apporte un max de valeur gratuitement, pour vous aider à cranter, à passer à l'action. Et donc là, aujourd'hui, on est sur le sujet de l'IA, heu et je vais rentrer dans en, en gros, aujourd'hui, on est là pour discuter parce qu'il y a une étude du MIT qui nous dit que 95 des projets IA, une étude de 2025. Donc l'idée avec ça, c'est de trouver les moyens pour que nos projets IA ne foirent pas C'est et ça. que tu nous donnes, à la fin le kit d'action pour, vraiment, pouvoir, passer à l'action, avoir une culture de l'IA saine dans l'entreprise et comment est-ce qu'on sert de l'IA. Si je résume C'est correctement. ça. C'est ce qu'on va essayer de faire. Ouais, trop bien. Sur ce, vous voyez direct, la sauce. Le chat, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors Camille restera focus sur notre discussion à nous, mais moi je lis tout ce qui se passe dans le chat et comme ça s'il y a des questions, je les prends au fil de l'eau pour dire: «Attends Camille, j'ai une question», que ce soit Gaëlle, Virginie, Géraldine et cetera et je passerai vos questions en live et on y répondra. Si jamais, je sens pas que c'est le bon moment, je garderai un temps de questions-réponses, à la fin donc surtout n'hésitez pas, posez vos questions dans le chat. Voilà. Tous ces préalables, étant faits, étant dit, Camille, je vois que tu es donc déjà directrice culture et IA chez Datasulting. Vous avez aussi lancé un novatoire, notamment de l'IA. Je sais que tu Ouais, tout à accompagnes fait. les entreprises de l'IA, des entreprises, pour la BPI sur l'IA. Oui. Tu veux que je me Donc présente voilà. rapidement si tu veux? Ouais, voilà, exactement. Écoute Raphaël, je suis ravie d'être là aussi, pour, partager sur ce sujet-là. Donc moi, je travaille effectivement chez Datasulting. Donc Datasulting, on est un cabinet, de conseil installé à côté de Montpellier et on accompagne, tous nos clients, donc entreprises, sur, tous leurs enjeux autour d'une meilleure maîtrise de leurs données et également de l'intelligence artificielle. Et moi, plus particulièrement, donc, je m'occupe surtout de les accompagner sur leurs premiers pas, sur la data et sur l'IA, donc par, ce que tu mentionnais, donc des diagnostics data IA, qui peuvent être financés, cofinancés par, la BPI et également, par tout ce qui est formation. OK, trop cool. Désolé, je vois qu'il y a peut-être un problème de son dans le micro. Ton Est-ce micro, que ouais, ça coupe un c'est petit peu de temps en temps. mince. OK, bon, si jamais ça marche pas, je le déconnecte. Vous me dites, est-ce que si ça continue de couper, j'enlève mon micro et puis je fais sans mon micro et j'espère qu'il y aura pas d'écho. Est-ce que ça continue de couper quand je parle? Petit test. Camille, tu peux me dire aussi, est-ce que ça continue de couper quand je parle de ton côté? Pour l'instant, ça a l'air d'aller, je te dirai. OK. OK, Gaël dit: «C'est tout bon maintenant» dans le chat. OK, donc nickel, on va continuer comme ça. Et si jamais ça ressaute, j'enlèverai mon micro. Petite truc technique, désolé, c'est les inconvénients du direct. Hem, parce que Ah, ça ressaute, Raphaël, vraiment je pense. ah non, ça ressaute. Bon, et beh, écoutez, je vais faire sans mon micro et on va voir si jamais il y a de l'écho, vous me direz, j'essaierai de mettre moins fort. Est-ce que vous m'entendez correctement comme ça?
Allô, allô, petit Vas-y, test en refais live. un test. Est-ce que tu m'entends? OK. Mince, c'est bizarre. Là, c'est bien, ça a l'air bien là. OK, c'est mieux comme ça? Ouais, un peu loin aussi, mais je t'entends. OK. Ça a Bon, l'air OK dans le chat. est-ce que OK. dans le chat, est-ce que c'est oui, c'est mieux, on me dit dans le chat. Ouais, c'est bon. Ouais, il y a un petit décalage entre son et image, mais ça va. OK, j'espère que ça va se résoudre. Là, c'est parfait. OK, cool. Ouf, désolé. Merci pour votre activité dans le chat. Bref, on reprend le fil. Tac, tac, tac. Donc il y avait 95 des projets IA, qui foirent et moi aussi ce que je constate, j'ai l'impression qu'il y a un peu 2 teams. Il y a ceux qui vont me dire, dont moi ça peut être un de mes travers parfois me dire: «L'IA c'est génial, on peut faire plein de trucs et cetera» et en fait, d'y aller, parfois un peu trop pleine balle et quitte à faire des erreurs et de pas voir tous les problèmes que ça peut générer derrière, peut y avoir plein de problématiques, donc y aller trop fort et d'autres, ils vont se dire: «Attention, mais il peut y avoir plein de problèmes», au contraire, d'y aller, d'avoir trop peur et de dire: «Non, l'IA, du coup, pas d'IA parce que problème de confidentialité, problème de se faire remplacer», il peut y avoir plein de peurs et cetera. Ouais, je sais pas toi, qu'est-ce que tu constates? Qu'est-ce qui Oui. empêche un peu les gens d'y aller? Du coup, un peu quelles sont les étapes? Qu'est-ce qu'il faut commencer à faire, en fait, pour quand on veut avoir une démarche IA dans l'entreprise, quoi? OK. Alors, plein de questions. Je vais essayer de répondre à tout ça. Effectivement, on a plusieurs profils d'entreprises aujourd'hui qu'on peut accompagner. Il y a des entreprises, bah, aujourd'hui, on voit que l'IA, c'est un gros sujet hein, qui agite tout le monde. Donc, il y a des entreprises qui viennent nous voir en disant je veux faire de l'IA, je veux mon jouet IA pour Noël. Et celles-ci, on leur dit ouais, c'est super, il y a plein de trucs à faire, mais on va pas faire de l'IA pour faire de l'IA. On part de vos besoins, ce qu'on appelle vos cas d'usage. Comment vous pourriez, on va identifier hein, tous ces besoins, les problèmes à résoudre dans l'entreprise, et c'est bien de ça par ça qu'on commence. Et de l'autre côté, dans l'autre opposé, il y a des entreprises qui abordent ce phénomène avec crainte et qui ont tendance à tout bloquer, tout fermer. Donc interdire l'utilisation de l'IA dans l'entreprise hein, et donc l'accès aux salariés. Alors ça, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est pas une bonne solution parce que vous aurez toujours des collaborateurs qui prennent en main ces outils à titre personnel, qui voient concrètement ce que ça pourrait leur apporter à titre professionnel et ils vont faire ce qu'on appelle du shadow IA. Donc, ils vont utiliser malgré tout ces outils IA pour les aider dans leur contexte professionnel, mais ça veut dire qu'ils vont le faire via des smartphones, via des ordinateurs personnels. Et du coup, bah, potentiellement, c'est un risque de sécurité pour les données de l'entreprise. Donc, c'est pas non plus une solution de tout fermer. Donc Et en ça, plus, voilà, tu c'est perds deux complètement le profils contrôle, extrêmes. Ouais, tu perds complètement le contrôle, en plus, si tu laisses, en voulant interdire, en fait, les problèmes qui te font peur, et c'est pour ça que tu interdis, en fait, tu perds encore plus le contrôle dessus et en fait, tu les renforces encore plus, limite. exactement. Donc oui, c'est une technologie qui est là, qui envahit notre quotidien. Il faut y aller, mais pas n'importe comment. Donc oui, il y a différentes étapes et on va en parler. Ouais. Bah, d'ailleurs, quand on préparait ce webinaire, tu me disais: «Première étape, c'est bien de sensibiliser». Voilà, tac. 1re chose, on sensibilise. C'est ça, c'est Heu, le mot important. ouais et donc comment tu t'y prends pour sensibiliser, sur l'IA? Alors, comment on s'y prend pour sensibiliser? Bah, tout simplement, on va dans l'entreprise et on prend tous les collaborateurs et l'idée, c'est de mettre tout le monde au même niveau. Parce que finalement, que ce soit ceux qui n'ont jamais utilisé ou ceux qui déjà commencent à prendre en main ces outils, ce qu'on constate, c'est qu'il y a très peu de personnes qui savent vraiment comment ça marche, ce qu'il y a derrière et quelles sont les limites et les risques de ces outils. Donc ça, c'est vraiment la première base pour mettre tout le monde d'accord sur ce que sont ces outils, à quoi ils peuvent servir dans l'entreprise et ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ça, c'est la première étape. Et un outil qui peut être intéressant à déployer en entreprise aussi, c'est une charte IA.
Pourquoi? Parce que c'est un document qui va permettre de poser les règles du jeu de l'utilisation de l'IA dans l'entreprise, hein, en identifiant quels sont les outils auxquels les collaborateurs peuvent avoir accès, ce qu'ils ont le droit d'utiliser, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, quel type de données on n'a pas le droit de mettre dans ces outils, etc., etc. Donc ce document, ça peut déjà constituer une première brique de sensibilisation dans l'entreprise. Donc, il y a ces deux éléments déjà, si on veut commencer. Et cette charte IA, c'est le truc que tu commences, enfin, quand tu commences à sensibiliser les gens, ta charte IA, en gros, elle est déjà prête et c'est un des trucs sur lesquels tu t'appuies? Non, elle était très peu présente aujourd'hui dans les entreprises, mais c'est un document qu'on invite tout le monde à construire parce que ça va permettre de poser cette réflexion hein, autour des outils, quelle est la position de la direction vis-à-vis de l'intelligence artificielle, etc., etc. Et de diffuser cette bonne parole à tous les collaborateurs. OK, et du coup, comment tu l'as construit cette charte et est-ce que tu as des points précis que tu mets dedans? Ouais. Alors, comment on l'a construit? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils d'IA justement qui peuvent nous aider à générer des documents. Donc, utilisons-les. Donc déjà, ce qu'on aurait fait à l'origine, avant l'IA, hein, on serait allé scanner le web, chercher peut-être des exemples de chartes IA pour savoir à quoi ça peut ressembler. Aujourd'hui, c'est une méthode qui peut être accélérée grâce à un outil, par exemple, comme Perplexity. Perplexity, c'est un super moteur de recherche qui fait ce travail pour nous, hein, d'aller scanner le web et nous renvoyer une synthèse de tout ce qu'il a pu voir sur différents sites en nous précisant quelles sont les sources. Donc ça, par exemple, ça peut aider à aller chercher des exemples de chartes IA. Et derrière ces documents, ce qu'on faisait avant, on allait tous les lire et faire un travail de synthèse pour avoir des premières briques de ce qu'on pourrait mettre dans notre charte IA. Pareil, ça aujourd'hui, on a des outils qui peuvent nous aider à faire ça. On en a un très bien, par exemple, qui est NotebookLM, qui est un outil qui est proposé par Google, qui est spécialisé dans l'analyse de documents. Et donc, dans cet outil-là, on peut charger tous nos documents, toutes nos chartes IA qu'on est allé récupérer et lui demander, par exemple, quelles sont les principales catégories qu'on va retrouver dans une charte IA. Et NotebookLM va nous faire ce travail de synthèse et de restitution. Et l'intérêt de cet outil, c'est qu'on peut aller directement, il va tout sourcer en fait, ce qui nous renvoie, et donc on peut aller vérifier dans les documents d'origine qu'il a bien retranscrit ce qu'il y avait là-dedans. Et une fois qu'on a cette première base, on va garder quand même de l'humain hein, dans ce processus. Donc là, l'idée, c'est de se constituer un atelier, un groupe de travail avec différents profils de l'entreprise, des compétences peut-être juridiques, des SI, des métiers, pour finaliser cette charte, la croiser aussi avec les valeurs de l'entreprise pour avoir une cohérence, et puis ensuite la faire tester par des utilisateurs métiers. Voilà comment ça peut se passer. OK, énorme. Trop bien. Je vois qu'il y a des petites questions dans le chat sur Ouais, dis-moi. Perplexity et NotebookLM, comment ça s'écrit, donc c'est bien, les gens répondent en autonomie, c'est trop bien. Bravo pour Ah, l'interactivité, merci le chat. super. Hem, c'est cool vu que nous on est de vive voix, on peut pas trop, voilà, comme ça c'est épelé, et ensuite donc quand tu sensibilises les gens, dans ton équipe, hem, les questions que tu te poses, c'est quoi? Enfin, c'est quoi un peu les étapes? C'est de dire déjà qu'est-ce que c'est que ça? Peut-être comment elle fonctionne? Enfin, c'est quoi les grandes choses dans sensibiliser? Dans sensibiliser, le premier point, c'est alors qu'est-ce que c'est que l'IA? Aujourd'hui, en fait, il y a deux grandes catégories d'IA. Il y a l'IA dite prédictive, et ça, c'est absolument pas nouveau, ça existe depuis les années 50. C'est ce qui permet, par exemple, de faire des recommandations quand vous allez sur des sites de e-commerce type Amazon, ou que vous regardez des séries sur Netflix, quand on vous fait des recommandes de produits ou de séries. Ça, c'est de l'IA prédictive. Donc, c'est absolument pas nouveau. Et ce qui nous agite aujourd'hui, c'est l'IA dite générative. Donc, déjà, faire bien cette distinction. Et ensuite, le comment ça marche. Et ça, c'est important parce que quand on explique comment ça marche, les gens commencent à percevoir les limites de ces outils. Alors, Raphaël, il faut qu'à ce stade, je rentre dans le détail du comment ça marche. Ouais, ce que j'allais dire, comment ça marche du coup?
Alors, je vais essayer d'être claire. Comment ça marche? Il faut savoir que ces outils ne comprennent absolument pas ce qu'on leur dit, ni les réponses qu'ils nous font. Donc en fait, on peut finalement le terme de intelligence, on peut complètement le remettre en question, puisque ces outils ne sont pas intelligents. Ah, Raphaël, on t'a perdu? Si, c'est bon, je te voyais plus. Ces outils ne sont pas intelligents, ils ne font que des probabilités. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui nous est renvoyé, que ce soit les résultats d'images ou de texte, ce sont des calculs de probabilité basés sur les bases de connaissances de ces outils. C'est-à-dire que ces outils, on les a entraînés avec des millions, des milliards d'informations pour leur apprendre des choses. Donc, par exemple, ce que c'est qu'un chat, on leur a envoyé des millions d'images de chats, de toutes les formes, de toutes les couleurs, dans tous les contextes, pour leur apprendre ce que c'est qu'un chat. Et les réponses qu'ils nous font, c'est des réponses qui sont basées donc sur les informations avec lesquelles on les a nourris. Et donc, ce sont des probabilités. C'est-à-dire, si je lui demande de quelle couleur est un chat, si dans sa base de connaissances, il a principalement des chats roux, il va me dire que les chats sont roux. Parce que c'est ce qui est le plus probable pour lui. Est-ce que j'ai été claire? Et Une ouais, ouais. explication Et d'ailleurs, rapide. j'avais vu un test comme ça, si on me disait: «Donne-moi au hasard un nombre entre, 1 et 20» ou un truc comme Oui, ça, il y a un nombre qui c'est toujours le même nombre qui ressort. oui, entre 1 et Heu, 50, c'est 27, je crois, qui ressort. ouais, voilà ça, voilà, donc c'est marrant. Et du coup, il y a Géraldine dans le chat qui nous dit, «D'où les risques de biais». Effectivement. Je sais pas si, ouais, ouais. Il y a une question dans le chat, de Charlotte qui nous dit: «Est-ce que tu as des exemples d'outils?» Justement, on parlait déjà de différents outils quand on parle de LLM, lesquels tu as en tête les principaux? Alors, les principaux outils aujourd'hui, hein, on parle beaucoup, enfin, on utilise beaucoup tout ce qui est assistant conversationnel. Et dans cette catégorie-là, on met tous les ChatGPT, certainement aujourd'hui le plus connu, hein, donc, qui est édité par OpenAI. On a un français, un acteur français quand même, c'est à noter, qui est Le Chat chez Mistral. Et puis après, on va trouver, alors tous les grands acteurs de la tech ont leurs IA, hein, mais dans les principaux, on va trouver Gemini chez Google. Il y a Claude aussi qui est très aimé, très apprécié des gens qui produisent du code. Euh, Gemini, Mistral, ChatGPT. Alors dans l'environnement Microsoft, vous avez Copilot aussi, hein, qui s'appuie sur des modèles GPT. Voilà, en tout cas pour les principaux. C'est les principaux. OK. On a compris qu'en gros, l'IA ne comprend pas du tout ce qu'elle nous raconte, ni ce qu'on lui dit, ni ce qu'elle nous raconte, et que c'est que, des histoires de probabilités, de stats. Hem, Quoi les risques associés ou les limites? Parce que je disais, ça permet de comprendre les limites. Les limites, c'est que, il va nous répondre sur ce qu'il a appris dans sa base de connaissances. Donc, s'il y a des trous dans la raquette, on aura certainement des réponses qui seront. Il peut produire ce qu'on appelle des hallucinations. Au tout début, hein, dans les premiers modèles, on pouvait demander à une IA quelle est la différence entre un œuf de vache et un œuf de poule. Et l'IA nous répondait un œuf de vache, ça fait telle taille, tel poids, etc. Alors aujourd'hui, ça se produit plus hein, parce que les modèles ont évolué, mais néanmoins, les hallucinations encore persistent dans ces modèles. Et aujourd'hui, on estime que c'est 15 à 20% des résultats qui nous sont renvoyés qui sont des hallucinations. Donc, il faut être très prudent. Ce qu'on se dit, c'est que ces outils, ils ne vous répondront pas je ne sais pas. Pourquoi? Parce que pour dire je ne sais pas, ça veut dire qu'on comprend quand même ce que la personne est en train de nous demander, ce qui n'est pas le cas là. Donc, ils renverront toujours une réponse, même si elle est fausse. D'accord? Ils vont possiblement inventer des choses. Il y a un cas assez connu qui est celui d'un avocat aux États-Unis qui est allé plaider au tribunal en basant son argumentaire sur des jurisprudences qui n'existent pas. Parce qu'il a fait son travail avec ChatGPT, mais par contre, il a oublié de relire et de vérifier les informations qui lui étaient renvoyées. Donc, warning sur tous ces sujets un peu touchy, notamment le juridique. Et moi, j'ai eu des trucs comme ça aussi, quand j'essaie pour voir, tiens, est-ce que c'est vrai ou pas?
mais l'IA s'est mise à inventer des chiffres, à inventer des études, parce que l'étude basera sur des études, revues par des pairs, publiées dans des journaux scientifiques, et cetera. Elle m'a inventé des études. Mmh. Et waouh, je demandais les liens vers l'étude, en fait, le lien ne fonctionnait pas parce qu'il y avait pas d'étude, elle m'avait inventé. Hem, je lui demandais à un moment des citations de telle ou telle personne, m'inventait des citations. Je les recherchais sur Google, c'était impossible. Je demandais des citations d'un livre, j'avais le livre en format digital sur Amazon et je faisais contrôle F et je recherchais la citation. Impossible de retrouver la Ça citation dans le n'existait bouquin. pas. Ouais, ouais, et d'ailleurs, c'est ce que dit, Géraldine, dans le chat qui réagit. L'IA veut nous faire plaisir et donc parfois elle invente pour nous faire plaisir. En gros, c'est un peu ça. Alors c'est pas pour nous C'est faire voilà. plaisir, mais oui, elle nous répond. En fait, elle nous fournit une réponse et elle est construite pour nous fournir des réponses. Ouais, et d'ailleurs, je rebondis, bah, du coup, il y a Gaël qui réagit à ça, qui me dit que l'art de prompter permet effectivement de lire hallucinations. C'est vrai, on va y venir. Moi, par exemple, maintenant, quand je prompte, je dis très clairement, tu pas le droit d'inventer des sons, tu pas le droit d'inventer des chiffres, tu pas le droit de machin truc, enfin, j'ai tout un tas de choses que je mets dans mes prompts qui m'aident à réduire, ces hallucinations, quoi. Ouais. On va peut-être préciser ce que Heu, c'est qu'un prompt parce que je ne sais pas si toutes les personnes qui nous écoutent sont bien au fait. Alors ouais, le prompting, hein, c'est l'art de faire dire quelque chose à quelqu'un, si on traduit de l'anglais. Et c'est exactement ça, hein. Donc c'est l'art de poser les bonnes questions, réponses qu'on souhaite. Et donc, il y a des méthodes de prompting. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à aller très vite et à poser notre question, à jeter comme ça notre question à ces outils-là. Mais sachez que il y a des méthodes pour poser ces questions-là, pour obtenir des réponses plus pertinentes, plus satisfaisantes et, comme le disait Gaël, je crois, éviter, en tout cas limiter les hallucinations. Et ces techniques, alors si je commence si je rentre un tout petit peu dans le détail, ça va être déjà de donner un rôle. Par exemple, tu es formateur en IA. Si moi je veux créer un contenu pour aller former des apprenants, tu es formateur en IA, lui donner un objectif, une tâche, un contexte et ce qu'on oublie souvent, une contrainte, parce que vous avez peut-être remarqué que ces outils ils ont tendance à être très bavards, alors que des fois on veut des textes très courts, donc il faut lui préciser. Et ça vous évitera de faire aussi de multiples allers-retours avec l'outil. Parce qu'il y a une limite dont on n'a pas parlé, enfin un risque plutôt, j'en ouais, profite pour le placer ici, c'est le risque, c'est l'impact environnemental, ouais, puisque ce sont des outils qui sont très gourmands en ressources énergétiques, d'une part pour entraîner les modèles, et ça, les éditeurs en fait de ces outils donnent très peu d'informations sur les ressources mobilisées pour entraîner ces modèles, mais sachez que ces ressources, c'est colossal. Et ensuite, vous allez aussi consommer des ressources à chaque requête que vous allez faire. Et à savoir qu'une requête, donc un prompt, une question que vous posez à l'outil, c'est 10 à 30 fois plus énergivore qu'une requête que vous allez poser sur un moteur de recherche classique. Donc ce soir, si vous recherchez une recette de sauce tomate, demandez plutôt à un moteur de recherche type Google ou autre que à une IA parce que vous aurez une réponse tout aussi pertinente mais beaucoup moins consommatrice en ressources. ouais, la bonne vieille recette marmiton, ça fait très bien le Ça marche taf très bien, ouais. et voilà quoi, qu'on n'a pas besoin d'aller demander, à ChatGPT, comment faire ça. Ouais, c'est clair et Exactement. ce que tu dis, c'est important. Enfin, il y a Nathalie qui réagit là-dessus, mais qui dit, voilà, la qualité du prompt est aussi importante que la vérification de la réponse, parce que ça change complètement la qualité de la réponse qu'on reçoit si le prompt est quali, quoi. J'avais même, lu un truc à un moment, alors, dans quelle mesure c'est vrai, mais peut-être tu pourras me dire, mais que si on était poli avec, son IA, la qualité de la réponse était meilleure parce que du coup, il allait chercher dans des sources, qui sont plus, fiables ou plus sûres et cetera. Enfin, genre, enfin, de juste dire, bonjour, peut-être de le vouvoyer ou j'en sais rien, pouvait carrément donner des qualités, de réponses meilleures. Alors, je dis pas du tout que c'est ça le plus important. Alors, je peux nuancer. Ouais, C'est pas tant la politesse, c'est le niveau de langage. C'est-à-dire que si vous vous adressez à ces outils avec un niveau de langage soutenu, versus un niveau de langage basique, voilà, ou très familier, ça va influencer les,
la recherche de ce modèle-là dans sa base de connaissances. C'est-à-dire que si vous employez un langage soutenu, il va plutôt aller chercher dans sa base de connaissances, dans des documents avec lesquels on l'a nourri, qui ont plutôt ce même type de langage. Et si on utilise un langage familier, il va plutôt s'orienter vers des documents qui avaient ce même type de langage. Donc c'est plutôt ça qui va influencer. Ouais, OK. OK, très, très clair. Et après dans la sensibilisation, tu m'avais aussi parlé d'un problème de sécurité? Ouais, oui, oui, très important. La sécurité des données, hein, il y a 2 niveaux, à prendre en compte. C'est les données personnelles, d'une part, et ça, en Europe, on est, soumis à une réglementation qui est celle du RGPD. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec les données personnelles, et également, tout ce qui est données, stratégiques d'entreprise. Donc il faut savoir que tous ces outils, parmi ces outils, hein, tous ne sont pas, en conformité avec le RGPD. Le risque, c'est quoi? C'est que les informations qu'on leur donne peuvent être réutilisées un jour, peut-être, hein, pour réentraîner le modèle, et peuvent éventuellement ressortir chez un concurrent si on met des données stratégiques d'entreprise. D'accord? Donc, parmi les modèles qui sont aujourd'hui compatibles en conformité avec le RGPD, on va trouver Gemini chez Google, Mistral, donc le français. Pour ceux qui ont des licences copilotes et qui sont sous environnement Microsoft, Copilot garantit une protection des données au même titre que ce qui est fait pour vos données d'entreprise, hein, vos données Outlook, vos dossiers d'entreprise. Et c'est tout. Donc, le ChatGPT en version gratuite ou même la licence pro individuelle n'est pas en conformité avec le RGPD. Donc, attention, voilà, à ce qu'on va mettre dans ces outils. J'avais même, vu à un moment que ChatGPT, ils avaient mis une fonctionnalité de partage, de partage de conversations, et en fait, que ça ils s'étaient loupés, ça avait des trucs sur Google, et en fait, il y a des conversations ultra privées, entre une personne et ChatGPT, parce que les gens, en fait, j'ai remarqué que les gens, vu qu'ils parlent à des machines, ils se sentent pas jugés, donc on va aller plus dans le détail, et c'est censé être complètement privé. Et il y avait des conversations très, très privées, de personnes, qui étaient retrouvées sur Google, qu'on pouvait retrouver comme ça, enfin, c'est et qui ont eu des problèmes, quoi. Ouais, j'ai pas vu passer cette information, mais effectivement, après, on n'est pas à l'abri non plus de piratage et de fuite de données, évidemment. Ouais. OK, donc une fois qu'on se dit: «Ça y est, on a sensibilisé les équipes, pour, qu'est-ce que l'IA? Comment ça marche? C'est quoi les risques associés? Comment sécuriser?» et cetera. Tu m'as dit la deuxième étape, et d'ailleurs, les gens ont commencé à en parler dans le chat, il faut identifier ces cas d'usage. Parce qu'on peut Oui, rien faire si on n'a pas des cas d'usage précis. exactement. La sensibilisation, elle va aussi permettre de commencer à donner des idées, donner envie, éveiller, ouvrir les chakras sur ce que je pourrais faire de l'IA avec dans mon quotidien. Donc oui, la deuxième étape, c'est de dire ok, quels sont vos cailloux dans la chaussure, vos tâches répétitives, chronophages, les choses que peut-être vous ne faites pas aujourd'hui parce que manque de ressources quelles qu'elles soient, ou éventuellement des choses innovantes, puisque ces outils vont peut-être aussi vous permettre de proposer des nouveaux services à vos clients. Donc on fait le point sur tous ces éléments-là. Il faut penser à son quotidien. OK, qu'est-ce que je fais tous les jours pour lesquels je pourrais être aidée par ce type d'outils. Donc, on fait un petit peu là, pour le coup, sa liste au Père Noël. Et puis ensuite, donc c'est le type d'accompagnement, ça qu'on fait typiquement en Diag Data IA. Hein. Donc, on aide nos clients à faire émerger tous ces cas d'usage, tous ces besoins. On les priorise et ensuite, nous, on va pouvoir leur dire, OK, ton besoin, c'est ça. Du coup, l'outil qu'il te faut, c'est celui-ci plutôt qu'un autre pour telle et telle raison. Et sur cette base-là, ensuite, on va pouvoir aller très vite dans de la formation opérationnelle parce que ce qu'on veut, hein, une fois qu'on a été sensibilisé, c'est s'y mettre, les utiliser. Ouais. Donc ensuite, c'est très vite formé sur comment bien utiliser l'outil qui va me permettre de répondre à mon cas d'usage. Et du coup, ça permet de faire émerger ces cas d'usage. Comment tu t'y prends, concrètement?
Concrètement, mais ce qu'on fait nous, en tout cas chez nous, hein, c'est des ateliers où on va réunir des représentants des différents métiers. Et c'est intéressant de le faire comme ça parce que ça permet aussi aux différents services de l'entreprise d'entendre ce que les autres pourraient faire avec ces outils. Et on voit qu'il y a souvent des cas qui reviennent, qui sont assez similaires dans les différents services. Donc ça, c'est intéressant de faire ce travail en commun. Donc voilà, c'est un atelier où on fait émerger vraiment moi je fais de l'atelier post-it, j'aime bien, où on fait émerger ces cas d'usage. Trop, trop bien. Bah, d'ailleurs, j'en profite, si jamais vous avez besoin pour, faire émerger ce genre des cas d'usage, vous pouvez prendre directement rendez-vous avec nous. Alors, je sais jamais de quel côté c'est le bouton, clac, clac sur les écrans. Et voilà, et avec Camille, on est dans les starting blocks, on pourra vous aider, vous accompagner. Voilà, profitez-en, il y a un petit bouton, prendre rendez-vous, d'afficher. Mais voilà, si vous avez besoin de faire émerger des cas d'usage, parce que vous sentez que vous êtes peut-être un peu perdu sur l'IA, OK, c'est cool, qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas forcément très clair dans notre équipe ou dans notre entreprise. On peut être là pour vous. Heu, Est-ce que toi, par exemple, tu as des exemples de cas d'usage peut-être, que tu as fait émerger, enfin, voilà, du concret, quoi? Ouais, alors ce qui sort souvent, beaucoup. Donc là déjà on part du basique, hein, vraiment le quotidien. Ça va être tout ce qui est compte rendu de réunion. Ça Ouais. c'est toujours très chiant, hein, faut se le dire. Euh, Aujourd'hui, il y a des outils qui font ça très bien, des outils voilà sur étagère. Alors chez nous, par exemple, on utilise un outil qui s'appelle UpMeet, mais il y en a plein d'autres. Donc les questions Nous, à on se utilise poser, un c'est français, on utilise un comment? qui s'appelle Nuta, Ouais, N-O-U-T-A, marche super bien. Donc voilà. voilà. Après, pareil pour ceux qui sont chez Microsoft via un copilote, hein, via Teams, ça aussi c'est des choses qui peuvent répondre à des besoins. Donc ça compte rendu de réunion, voilà. On a aussi beaucoup tout ce qui est analyse de documents volumineux, analyse d'appels d'offres, hein, etc. Ça, c'est l'outil que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est Notebook LM, qui permet vraiment d'aller faire des recherches dans des documents très volumineux. Pour tout ce qui est génération de PowerPoint aussi, de présentation PowerPoint, vous avez un outil qui est Gamma aujourd'hui, qui fonctionne plutôt très bien. Idem hein, chez Copilot, vous avez de la génération de PowerPoint qui est encore assez déceptif, mais ça commence à faire le job. Et ce qui ressort également beaucoup, ce sont des cas d'automatisation, c'est-à-dire, je vous donne un exemple, s'il y en a parmi vous qui font de la veille sur des sujets divers et variés, par exemple chez nous on fait de la veille sur l'IA pour se tenir informé sur les nouveautés. Normalement, vous avez quelqu'un qui va aller explorer différents sites de confiance ou qui reçoit des newsletters, qui va en faire des synthèses et puis après le diffuser en interne. Donc tout ça aujourd'hui, ça peut être automatisé. Donc c'est-à-dire qu'on va identifier, on l'a dit, on a des sources de confiance où on reçoit des newsletters et on va programmer un outil d'automatisation qui va faire tout ce travail, c'est-à-dire qu'il va aller chercher sur ces sites de confiance les différents articles, il va les récupérer, il va les synthétiser, les mettre en forme selon ce qu'on aura nous programmé, hein, et il va les mettre par exemple dans un document qui va ensuite pouvoir envoyer automatiquement par mail aux collaborateurs identifiés. Donc tout ça, vous n'avez plus rien à faire. Tout ça, ce processus-là va pouvoir se faire automatiquement. Donc ça peut être un cas. OK. Et on a, Pauline qui a une question pour toi, qui nous dit, «Est-ce que vous réalisez ces interventions dans le domaine financier au sein des banques?» Alors nous, on intervient auprès de tout type d'entreprise, dans tout type de secteur d'activité. Donc oui, c'est possible. Ensuite donc OK, on a compris, donc d'abord faut sensibiliser, faut identifier les cas d'usage pour avoir aussi des wins concrets, que ce soit plus de la théorie Ouais, et tout à fait. cetera. Maintenant on va se focus sur l'opérationnel. Hem, Comment tu passes, à l'opérationnel, qui est voilà. Est-ce que tu m'en dis un peu plus? C'est quoi la next step? Ouais. Alors les next steps, ça va. Alors
Quand on aura identifié nos cas d'usage, comme tu dis, il y en a qui vont être des quick wins, c'est-à-dire des cas d'usage qui vont nous amener un bénéfice clairement identifié, hein, que ce soit un gain de temps ou un gain financier, et qui seront pour autant très faciles à mettre en œuvre. Donc ça, souvent, c'est parce qu'on a des outils clés en main qui vont pouvoir nous faire le job. Et ça, l'idée, c'est soit passer par de la formation, donc former des équipes, des collaborateurs en interne qui vont pouvoir monter en compétence sur ces outils, soit externaliser une réalisation, donc par exemple une automatisation de veille. Ça, pareil, c'est des choses en une demi-journée qui peuvent être mises en place. Donc ça, c'est très rapide. Et après, on a des cas d'usage peut-être qui pourront être plus complexes, qui auront émergé. Et ben ça, c'est pareil. Ben là, il faut voir au cas par cas, mais ça peut être des choses qui vont être aussi externalisées ou internalisées selon les compétences. Ouais. Ouais, parce qu'après, il peut y avoir plein d'usages, enfin, même sur du service client, d'automatiser, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont Oui, souvent les mêmes. typiquement, tout ce qui est SAV, si on reçoit beaucoup de mails de questions de clients sur des produits X ou Y, c'est pareil, c'est des choses qu'on peut automatiser et dès qu'un mail rentre dans la boîte de réception, pareil, programmer une automatisation qui va récupérer le mail, l'analyser et proposer une réponse. Alors, on va pas jusqu'à l'envoi automatique, hein, on garde un peu d'humain pour contrôler, vérifier, modifier, améliorer. Et donc, on va pouvoir, en tout cas, mettre une proposition de réponse dans la boîte brouillon. Donc, la personne n'aura plus qu'à aller dans sa boîte d'envoi et valider ou pas les brouillons qui ont été proposés. Mais ça Ouais, donc permet là, quand même de gagner pas mal de temps. bah, ouais, c'est clair. Et là, l'idée, donc c'est vraiment important ce que tu as dit, parce que l'idée, c'est de garder le contrôle. Ça reste l'humain qui est décideur et l'IA n'est pas décideur, mais une aide, pour prendre les bonnes décisions. Mais après, l'humain, il voit ça, il dit: «Est-ce que je valide pas? Est-ce que j'envoie pas? Est-ce que je modifie?» Mais de vraiment garder le contrôle et pas de partir en mode pilote automatique, c'est l'IA qui fait tout pour moi, quoi. Ouais, ça reste des outils qui doivent nous aider à prendre des décisions, à accélérer sur certaines tâches, mais on garde de l'humain. Et ce que je dis, c'est que ça va nous permettre d'accélérer, voilà, sur des tâches chronophages répétitives, pour que nous, on puisse se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, et pour nous individuellement, hein, mais aussi pour l'entreprise. Donc oui, on garde le contrôle, c'est important. Et finalement, ça va nous permettre de mettre notre expertise métier à chacun d'entre nous en valeur et en action davantage. C'est clair. Moi, typiquement, cas aussi, très pratico-pratique. À chaque fois, sur, ces webinaires paroles d'experts, après le webinaire, bah, on rédige un récap, en mode, un peu prise de notes pour que les gens puissent retrouver facilement ce qui a été dit en plus du replay. Et ça, bah, évidemment, on se sert de l'IA pour aller plus vite pour rédiger le récap. C'est-à-dire qu'on a le transcript, avec de l'IA, on a les prompts qu'on a fait qui marchent bien, et on a notre récap qui est fait. Mais c'est quand même pas on n'a pas été jusqu'à publier automatiquement sur notre blog et dans nos brouillons et après c'est à nous de valider. On modifie ce qu'on veut modifier, que si ça tant que c'est frais dans ma tête, je vérifie tout et paf, on publie, une fois que ça a été, checké, validé, par des humains, quoi. OK, trop, trop bien et juste vu qu'on est toujours dans l'opérationnel, voilà, tu avais parlé de méthode de prompting aussi, de rédaction de prompt. Heu, moi j'en ai une aussi, mais voilà, je sais que globalement c'est la même chose. Enfin, c'est les mêmes gros, sujets qui qui reviennent. Moi par exemple, c'est, la méthode CRAFT qu'on utilise, enfin que j'utilise. CRAFT, c'est pour dire, contexte. Donc je donne tout le contexte en menu pour qu'elle Oui. sache, voilà. Rôle, parce que tu disais donner un rôle. A pour action, donc c'est tu demandes, comme c'est La comme tâche, ouais, ce que tu dois faire. mission quoi. Craft, F, format. Est-ce que j'attends un texte? Est-ce que ce Oui, texte est long, court? Est-ce que c'est une note de 150 mots? Est-ce que c'est un texte de 3 pages? Et ton, est-ce que c'est, un truc très pro? Est-ce que c'est plutôt chill? Est-ce que c'est, le niveau langue? Est-ce que ça doit avoir l'air plutôt un peu scientifique? Enfin voilà. Donc craft pour, contexte, rôle, action, format, ton. Ça, c'est vraiment à titre mmh. perso ce que j'utilise, mais toi, tu as peut-être d'autres plugins d'ailleurs qui peut très bien marcher ou en tout cas d'autres Ouais, il mais y je en te a donne d'autres. un exemple.
Ouais, nous, alors, on est sur du RTT-COC. Alors, mais on retrouve grosso modo les mêmes choses, hein. Alors, RTT-COC, c'est rôle. Donc pareil, tu es formateur en IA. Une tâche, tu veux réaliser une présentation, une technique, par exemple, ben, c'est une présentation qu'on va ensuite générer sur du PowerPoint. RTT, c'est le contexte ou la cible. Cette présentation, elle sera à destination d'apprenants débutants. Et ça, c'est important de le préciser parce que bah, du coup, le contenu sera pas du tout le même. Un objectif. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on veut faire ça? Et une contrainte. Donc, en 12 slides maximum, par exemple. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est par exemple, si vous voulez générer une image dans un outil dédié à de la génération d'images, ben pareil, c'est des prompts qui peuvent être assez spécifiques. Moi, par exemple, je suis pas graphiste, je connais pas bien tous les termes qui sont pourtant très utiles pour générer des images vraiment qualitatives. Ben ça, vous pouvez demander à un assistant conversationnel, donc type ChatGPT, Mistral ou autre, de vous donner le prompt parfait, enfin un bon prompt efficace pour ensuite aller le coller dans un outil qui va vous générer une image. Ok, Donc, ne pas énorme. Donc hésiter tu de peux faire demander aux IA de vous générer des prompts. de générer ou alors d'avoir un prompt et de dire comment est-ce que je pourrais améliorer ce prompt et Ouais, ensuite et après d'utiliser ce prompt. exactement. Énorme, énorme, énorme. Et moi, autre chose aussi, vu qu'on est toujours dans le prompting et dans l'opérationnel, un truc que je fais souvent, c'est donc déjà j'utilise ma méthode de craft, mais RTT-COC, enfin, c'est le même genre de méthode quoi, pour Mm. pas oublier d'avoir le rôle, mais par exemple, le R de craft et RTT-COC, c'est pareil, c'est rôle, la tâche, enfin voilà. Mmh. Après, je lui demande à chaque fois, avant de faire, la tâche que je t'ai demandé, est-ce qu'il y a des questions que tu aimerais me poser, pour, bien faire ta mission quoi, bien réaliser ta tâche? Et là, en fait, souvent, enfin, il me pose, je dis: «Quoi, les 10 questions que tu aimerais me poser pour mieux réaliser ta tâche?» Et il me pose ces 10 questions, si j'en ai demandé 10, et je réponds aux questions pour préciser ma demande et Mhm. ensuite comme ça, il peut, mieux réaliser la tâche. Et l'autre chose que je fais aussi, et après tu pourras dire si c'est des bonnes pratiques ou pas, mais en tout cas, c'est un truc que j'essaie de faire, c'est, une fois qu'il a réalisé sa tâche, que l'IA a fait la tâche, je lui demande de noter sur 100, de s'auto-évaluer en fait. Je dis: «Bah, Mhm. donne-moi une note sur 100, par rapport à ce que tu m'as rendu». Et ensuite, là, je suis très sévère avec, l'IA. C'est-à-dire que si l'IA se donne une note inférieure à 95 sur 100, je lui dis: «Bah, désolé, c'est pas au niveau, je veux quelque chose de 80, minimum 95 sur 100, recommence, et améliore-toi, pour que ce soit minimum 95 sur 100». Et l'IA recommence et parfois, bah, pose-moi des nouvelles questions si tu en as besoin pour améliorer et cetera. Mais, mais voilà. Je sais pas ce que tu Oui, en oui, c'est penses? des bonnes pratiques. Enfin, c'est ce qu'on peut appeler la méthode de la chaîne de pensée, c'est-à-dire qu'on va faire un travail en plusieurs étapes. Par exemple, si on veut faire émerger les cinq principales informations d'un document qu'on va lui fournir, on a un document de 100 pages, et on voudra en extraire les 5 informations clés. Bah d'abord, on peut lui demander, OK, quelle serait ta méthode pour faire émerger les 5 informations clés d'un document? Et là, il va vous donner la méthode qu'il applique. Et donc, cette méthode, on la voit, on peut la challenger et lui dire, ben non, moi, je ferai pas comme ça, plutôt comme ci, etc. Donc, on se met finalement d'accord avec lui sur une méthode. Et après, on peut lui donner le document et lui dire, OK, sur la base de cette méthode, est-ce que tu peux m'extraire les 5 principales informations de ce document? L'avantage, c'est que ça va limiter aussi les hallucinations, ça va vous donner une réponse plus pertinente. Et troisièmement, si on vous demande comment tu as fait pour extraire ces informations, vous avez toute la méthode qui a été employée. Ouais, on avait un dernier gros point qu'on voulait voir, avant de passer aux éventuelles questions-réponses et cetera. Et de conclure, c'est sur la gouvernance. Mhm. Tu vois, faut vraiment qu'on parle de la gouvernance. Heu, Qu'est-ce que tu entendais par gouvernance et qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Ouais, on a évoqué quelques points déjà. La gouvernance, c'est déjà savoir comment se positionne la direction de l'entreprise sur ces sujets-là. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est important de communiquer, que les collaborateurs, ils sachent
bah oui, qu'est-ce qu'on fait avec l'IA? Qu'est-ce qui est prévu? Où on va? Et donc ça, c'est une communication qui me paraît importante. Derrière, bah, il y a la charte IA. Donc on pose les règles du jeu, on identifie les bons outils. Donc ça me paraît être déjà les deux premiers points importants. Et ensuite, bah, qui fait quoi dans l'entreprise, hein, c'est toujours pareil. Qui va être responsable qui aura une vue globale sur les différents outils utilisés, qui va pouvoir attribuer les différentes licences, qui on peut solliciter si on a un problème sur un outil, etc., etc. Et il y a un point que je voulais aussi aborder, qu'on n'a pas évoqué, c'est le cadre réglementaire, parce que finalement, on en parle peu, je trouve. Mais sachez que de la même façon qu'on a le RGPD pour le traitement des données personnelles, ben on a l'Europe aussi qui a planché sur un règlement européen visant à encadrer l'utilisation des intelligences artificielles. C'est l'IA Act. Et sachez que ce règlement, en tout cas, les premières dispositions sont déjà entrées en vigueur depuis février 2025. Et ça, il y a très peu de communication là-dessus. Et un des premiers articles, l'article 4, il stipule que les entreprises doivent sensibiliser leurs collaborateurs sur l'usage de l'IA. Donc là, après, c'est un petit peu flou sur le quoi et le comment. Mais en tout cas, il y a cette disposition qui est en vigueur depuis février 2025. Donc, sensibiliser les collaborateurs selon leur rôle et selon la façon dont ils utilisent les intelligences artificielles. Donc Ouais, voilà, la ouais, gouvernance, c'est vraiment. pouvoir maîtriser tous ces sujets, plus évidemment le sujet autour de la sécurité des données. Ouais. Et comment est-ce que tu identifies les personnes qui vont être référentes ou ambassadrices de l'IA? C'est quoi ta bonne pratique sur ce point de Côté vue-là ou ton ambassadeur, conseil? c'est intéressant d'avoir des gens sur qui s'appuyer en interne. Alors, tout simplement, généralement, on les voit assez vite. C'est des personnes qui ont une forte appétence pour ces outils-là, qui utilisent déjà à titre personnel et évidemment qui ont répliqué à titre professionnel. Et donc ça, c'est des personnes sur qui on peut s'appuyer pour aller faire du support auprès de leurs collègues. Ok. Et donc là, tu as reparlé de gouvernance. Donc, tu as dit, il y a poser le cadre clair. Quelle est la vision que la direction a de l'IA dans l'entreprise? Mm. Quels outils on va utiliser? Euh, Définir quels sont les points relais en interne, les ambassadeurs, les gens, les référents. Oui, Et il y a la charte IA dont on a parlé au début. oui. Est-ce que tu peux rappeler rapidement les points qui sont importants de voir dans la charte IA? Si je veux faire une charte Euh, avec ma Alors, boîte, qu'est-ce après, que je vois? c'est vraiment propre à chacun. Quelles sont les règles, en fait, les règles qu'on pose dans l'entreprise? Quel est en termes de sécurité aussi, comment on gère ces outils? On va mettre, peut-être identifier les outils justement qui ont été élus dans l'entreprise. Et puis, oui, identifier des référents à qui on peut s'adresser. Et important, en tout cas pour moi, c'est que cette charte, elle doit aussi comment retranscrire les valeurs de l'entreprise. Ok. Donc important aussi certainement de spécifier que, en tout cas, si on va dans ce sens-là, que l'humain il reste maître et que ce sont des outils d'aide. Ok. Globalement, une charte comme ça tient quoi? C'est sur une ou deux pages? Je vous invite à aller regarder ce qui se fait, mais il y a toutes les formes possibles. Donc c'est vraiment un document qui est propre à l'entreprise. Ok, ok, ça marche. Et ok, ok. Juste, et je vois qu'il est midi 20, donc juste avant de passer aux questions-réponses, j'avais mon petit dernier point qui est de vous dire comment est-ce qu'on peut vous aider. Voilà, donc si avec ce webinaire, évidemment, on va vous envoyer par email le webinaire le replay pour ceux qui ont dû partir avant ou qui n'ont pas pu assister, voilà, il y aura le replay, ou même si vous avez tout assisté, vous voulez retrouver les infos. Ce replay sera dans un article où j'aurai, comme je vous l'ai dit, grâce à l'IA, fait un récap de ce qui a été dit pour retrouver facilement la chose. Ensuite, avec Camille, on a travaillé un kit d'action avec toutes les bonnes pratiques qu'il y a pour lancer des démarches IA dans votre boîte. Donc, vous voulez sensibiliser les gens, vous voulez trouver des cas d'usage, etc. Enfin, par quoi il faut passer. Donc, vous avez votre kit d'action avec les différentes étapes. C'est une espèce de petite fiche qu'on va vous envoyer par email.
Donc très, très cool. Merci Camille d'avoir bossé là-dessus. Hem Et pour finir, comme d'hab, si jamais tout ça c'est pas suffisant, vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement, plus poussé, humain, et cetera, enfin voilà, qu'on prenne vraiment du temps avec vous, voilà, vous pouvez prendre, rendez-vous avec nous. Aucun On sera là pour vous et sachez en plus que, je fais ma petite annonce, mais pour tous les projets de formation, d'accompagnement, qui sont bookés d'ici le 19 décembre, là on part en vacances quand même, mais d'ici le 19 décembre, on fait 10 de remise, pour préparer 2026. Voilà, petit clin d'œil. Mais donc voilà, si vous avez un sujet, c'est peut-être le bon moment aussi. Sur ce, j'enlève ma petite page de promo de fin webinaire, et j'ai une question, qui vient là, tac tac, faut que je la retrouve, de Gaël. Gaël qui nous dit: «Voilà, j'ai une question sur le Shadow IA. Comment éviter que chacun fasse ce qu'il veut? Car on est bien d'accord qu'une charte IA, c'est un début, mais comment on fait vivre tout ça?» Alors, la charte IA, comment on la fait vivre? Ben, important, on l'a dit, d'impliquer des acteurs de l'entreprise pour la construire déjà. Important de l'expliquer et d'expliquer justement les risques. Et donc, important de la diffuser, évidemment. Et puis après, ben, ces risques-là, ils sont pas nouveaux, hein, ils existaient déjà avant l'IA. Ben, il faut se dire on travaille avec des adultes responsables et que quand on les a sensibilisés, ben, il faut faire un minimum confiance. Et demain, ben, s'il y a un collaborateur qui veut diffuser des documents d'entreprise confidentiels, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais ça, voilà, c'est pas un problème qui est nouveau. Mais en tout cas, très important de sensibiliser les collaborateurs, je le redis, aux limites et aux risques de ces outils. Et ça, déjà, c'est quelque chose qui permettra de rendre beaucoup plus robuste et sécuriser tous vos usages en interne. En soi, diffuser des documents confidentiels, les collaborateurs, parfois, ils le font déjà, ceux qui Oui, oui, envoient c'est pas nouveau. des mails, Mm. d'externe à de l'externe, enfin, voilà, il peut y avoir, déjà des fuites, des choses comme ça, donc faut vraiment bien sensibiliser. Géraldine dit aussi, permettre des espaces laboratoires. Je sais pas si toi, tu mets ce genre de choses en place aussi, créer des petites bulles d'expérimentation ou qui peut ensuite d'ailleurs peut-être être Ouais. valorisé. Oui, effectivement, moi généralement je finis mes sensibilisations sur le rôle de l'humain et je dis justement qu'on est humain et que quand on a appris à faire du vélo, ben, on est tombé et on est remonté donc oui, il faut être curieux, il faut tester des choses. Donc oui, oui, se permettre des espaces, de test, et donc laboratoire, oui, ça fonctionne. Il y a une question que j'ai laissée passer, pardon, désolé, Alessandra, je viens de la voir, c'est: «Et pour les traductions, quels conseils?» Alors les traductions, ouais, ce sont des outils qui sont hyper pertinents pour les traductions, ça marche vachement bien. Et aujourd'hui, enfin, ce qu'on voit se développer à toute vitesse, hein, c'est qu'on va pouvoir faire de la traduction, donc soit via de la visio comme on le fait là, où moi je vais parler en français à un interlocuteur indien par exemple, qui va me répondre dans sa langue, et on pourra interagir comme ça en live, mais on pourra le faire aussi en face à face, pareil avec des outils via un smartphone, une oreillette, qui vont en temps réel nous traduire les propos des uns et des autres, donc dans les deux sens. Et après, sur tout ce qui est traduction écrite, oui, oui, ce sont des outils qui fonctionnent très bien. Mais par exemple, moi, dans mon assistant IA, ce que je lui ai demandé, c'est qu'à chaque fois que je lui demande une traduction, qu'il me propose trois versions. Ça, j'aime bien, comme ça, OK. je choisis. Donc, je l'ai paramétré, je lui ai dit, à chaque fois que je vais te demander un exercice de traduction, je voudrais que tu me proposes trois versions différentes. OK, énorme. Moi, l'outil de traduction que j'aime bien utiliser, alors c'est pas de l'IA, en tant que tel, mais c'est juste DeepL, DEEPL, qui marchent vraiment super bien. Que c'est encore pour l'instant en tout cas, des traductions qui sont un peu meilleures que celles générées par les IA. Mais voilà. Après les IA font aussi le job. Je vois qu'il y a une Ouais. autre question de Gaël ou une remarque, je sais pas. Il y a aussi l'identification de champions dans les métiers qui seront les porte-parole et activateurs sur le sujet IA. Oui, c'est ce qu'on a appelé les ambassadeurs, hein, tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ambassadeur, Donc, champion.
Ouais, les Ouais, gens qui ont vraiment une appétence pour ces sujets-là, qui sont un peu touche à tout. Je voyais qu'il y avait des questions aussi sur les outils d'automatisation. Donc, il y a eu des réponses. Donc, oui, parmi les outils qui permettent d'automatiser des veilles, des réponses à des mails, etc. Donc, il y a N8N qui a été indiqué dans le chat. Vous avez aussi Make. Et dans la suite Microsoft, vous avez Power Automate. Voilà, entre autres. En tout cas, les et principaux. Zapier aussi. On utilise de temps en Ouais, temps Zapier, ouais. Zapier. Exact. Ouais. Ouais, ça, c'est des outils qui marchent pas mal d'un point de vue automatisation. Midi 27, c'est génial. On va réussir à finir dans les temps pour notre dernier webinaire de l'année. On a progressé. Camille, tu as une question qu'on te pose souvent, qu'on n'a pas traitée pendant le webinaire. Peut-être qu'on a traité toutes les questions majeures, mais si tu en as une comme ça qui te revient, qu'on te pose souvent, c'est l'occasion. Il nous reste 2 minutes. Ouais, alors souvent ce qu'on nous demande c'est ça, c'est on voit des entreprises qui sont au début et qui s'interrogent sur quel outil, quel assistant donc conversationnel généraliste choisir, ChatGPT, Copilot, Mistral, etc. Finalement, et qui nous demandent en fait quel est l'outil le plus performant. Alors franchement, pour l'usage qu'on en fait au quotidien, j'ai un collègue qui donne une très bonne image. C'est comme si on comparait une Ferrari et une Lamborghini pour aller acheter le pain au coin de la rue. En fait, aujourd'hui, à notre disposition, on a des outils qui sont surpuissants par rapport à ce qu'on peut en faire au quotidien. Donc, la question qui va se poser, c'est plutôt, enfin, le choix, en tout cas, il va se faire plutôt sur des critères de sécurité. C'est plutôt sur ça que ça va se porter. Ok, Voilà. bah, trop trop bien. Eh bien, mesdames et messieurs, il est midi 28, bientôt 29. On va clôturer ce webinaire. Merci beaucoup Camille Ouais, ben, merci pour Raphaël. tout ce temps avec nous. Si vous voulez, dans la minute qui reste, vous pouvez nous dire avec quoi vous repartez pour ce dernier webinaire. Qu'est-ce que vous retenez? S'il y a un truc que vous retenez. Et moi, en tout cas, je retiens, en plus des méthodes et des outils que tu as partagés, de la sensibilisation, de la sécurité, etc., je retiens qu'il faut que je demande au Papa Noël un nouveau casque avec un micro. Voilà. Oui, Pour 2026, j'aurai un micro qui marche mieux. Je pense qu'il a bien. Voilà, il y a Marielle qui retient ChatGPT égale pas RGPD. Euh, on a pas mal de gens qui me disent merci. Bon appétit aussi, on leur a donné faim avec Marmiton, j'ai l'impression. Euh, Alexandra qui dit merci. Laurent, la chaîne de pensée. voilà, merci Camille. Lionel qui dit merci à vous deux pour ces tips. Bonne fête à tous. Alison, etc. Géraldine qui nous dit belle fête, vraiment top. Je retiens la chaîne de pensée. Ouais. Euh, on a Amaury qui faut montrer les pratiques IA dans son entreprise, comment ça marche pour éviter le shadow IA. Et il y a Florence qui nous demande plus de webinaires pour 2026. Ok, on retient pour la liste au Papa Noël. Charlotte qui retient la charte IA et qui nous dit merci pour tous ces tips. Naomi qui retient charte IA et prudence. On a donc je sais pas qui est assez, peut-être Anne-Claire ou Charlotte, je ne sais pas, mais Mistral, Copilot et Gemini qui sont RGPD. Ou en tout cas, Copilot qui a le même truc que le même niveau de sécurité que ce qu'on utilise quand on achète Microsoft, Outlook, Oui, etc. c'est ça. Donc, là, on peut garder. Et Géraldine qui retient que j'aurai un bon casque. Ok, super. Bon, merci, 8h30. Très belle fête à tous. Bonne fête de fin d'année. Et puis, on se dit rendez-vous en 2026. Merci beaucoup.